Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Schneider Electric? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu analysé quantitativement plusieurs fois cette compagnie. Vous savez que je la trouve toujours à la limite correctement évaluée sans plus. OK? Donc, maintenant, je reviens ici. On va refaire le tour avec des marges, etc. Alors, simple. Première chose, revenus. Est-ce que nous avons des revenus stables ou croissants? On a des revenus croissants. Je peux également voir ici que c'est une compagnie qui est soit cyclique, soit elle fait beaucoup d'acquisitions. Est-ce que c'est le cas? Ici, on vérifie. On fait des acquisitions ici, plusieurs. D'accord? Vous voyez donc la raison pour laquelle on a cette variation au niveau des revenus. C'est bien de faire des acquisitions. OK? Mais maintenant, est-ce que ces acquisitions-là nous permettent au moins de maintenir les marges brutes stables? Est-ce que c'est le cas? Oui. Stabilité des marges brutes, j'aime ça. OK? On a même une augmentation des marges brutes. OK? Donc, depuis à peu près 2016, j'aime ça. OK? C'est bien. Maintenant, est-ce que les marges brutes vont jusqu'aux marges EBITDA? On va vérifier. On voit également qu'on a une augmentation des marges EBITDA. C'est très, très bien. OK? Donc, tout augmente. Généralement, ici, les marges brutes augmentent parce que soit la matière première coûte de moins en moins cher, soit le prix augmente de plus en plus. OK? Et j'aime bien si le prix augmente et que les volumes restent stables. Ça veut également dire que si les gens sont prêts à payer plus pour nos produits, donc on doit avoir des produits d'excellente qualité. Mais n'oubliez jamais, secteur industriel, équipement électrique, quels sont les marchés finaux? Est-ce que c'est la construction? Est-ce que c'est la maintenance industrielle ou bien autre chose? Toujours vérifier. Parce que dépendamment ici du marché final, s'il est impacté négativement ou bien s'il est en ralentissement, cette compagnie aura tendance également à ralentir. OK? Donc, maintenant, on constate ici qu'on a des marges EBITDA qui augmentent, des marges brutes qui augmentent. On aime ça. C'est un checkmark. OK? On continue. Maintenant, après avoir vérifié cela, on va comparer les net income et les free cash flow. Toujours en gardant en tête que c'est une compagnie. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? OK. Vous connaissez la chanson. Toujours aller vérifier si les loyers ne sont pas pris en considération ici sur les free cash flow, etc. Parce que c'est une compagnie européenne. Voilà. So, free cash flow et net income, est-ce qu'ils ont tendance à parler le même langage? Déjà, oui. Et free cash flow a tendance à être plus élevé que net income. Et ça, depuis très longtemps. Donc, les marges qu'on va avoir tendance à regarder ici sont les marges de free cash flow, qui représentent la véritable rentabilité de ce business-ci. OK? Très bien. Maintenant, on va vérifier quelque chose. Même si on doit vérifier les marges de free cash flow, malheureusement, Coifin, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore les marges de free cash flow, mais ce n'est pas plus grave que ça. On va quand même vérifier les marges nettes si elles augmentent. Voilà, vous voyez qu'il y a une augmentation à partir de 2017-2016 et il y a un gros spike ici entre 2020 et aujourd'hui. La pandémie, n'oubliez pas. La pandémie, n'oubliez pas. Est-ce que la pandémie n'a pas eu un impact positif ici au niveau des marges? Donc, il faudrait aller vérifier qu'est-ce que le management pense par rapport aux marges actuelles. Est-ce qu'ils ont des objectifs, etc. OK, de maintien des marges. En tout cas, on est encouragé par le fait que marge brute, marge EBITDA augmentent depuis plusieurs années. OK? Donc, je vérifie également le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou il diminue ou bien il est plutôt stable? On a une légère diminution ici, mais bon, on va se dire qu'on est plutôt sur la stabilité depuis quelques années. OK? Correct. Donc, c'est pas, voilà, d'aucuns vont dire oui, mais c'est une augmentation, etc. La raison derrière est également importante. OK? Donc, et encore, il faut aller vérifier si le bénéfice net par action, le free cash flow net par action a augmenté. Parce qu'il faut toujours prendre également ça il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Dette nette sur EBITDA en dessous de 5, qu'est-ce qu'on a? En dessous de 2. Elle a la capacité de souffrir. Quand on vérifie ici, la dette nette en termes de volume est de combien? 13 milliards 770. Et on voit une augmentation ici. Il faut toujours aller vérifier, remettre les choses dans leur contexte et voilà, prendre en considération ici les free cash flow qu'elle produit également en date d'aujourd'hui. Si ces free cash flow-là restent stables, en réalité, elle peut repayer la dette ici en moins de 3 ans. Et vous savez qu'ici, avec les free cash flow, on recherche quelque chose en dessous de 10 ans. Ici, c'est correct, ça rentre bien. Donc, on continue. C'est pour ça qu'il ne faut pas souvent regarder uniquement la dette en termes de volume, mais il faut également regarder les ratios. Donc,
J'aime bien également aller regarder la façon, l'efficience ici, l'utilisation des actifs. On va mettre ici SU. C'est également un bon moyen de la comparer avec des concurrents directs comme peut-être Legrand. Je ne dis pas qu'ils font exactement la même chose de la même façon. Par exemple, on va regarder ici. Magnifique, j'aime ça. Moi, mon cœur s'emballe quand je vois ce genre de choses. Pourquoi? Premièrement, on a la stabilité des ROTCE. OK? Stabilité. Les plus curieux vont aller chercher. Donc, stabilité. C'est très bien. Et encore, là, on a augmentation sur les dernières années, mais n'oubliez pas, la pandémie est passée par là. Vérifiez si ces marges ici sont durables dans le temps. Il y a de bonnes chances que ce soit le cas, mais qu'est-ce que le management dit par rapport à ça? Écoute des conférences call, lecture des rapports financiers indispensables avant tout investissement. Et si je ne comprends pas, je passe à autre chose. Donc, je peux comparer ça avec Legrand, qui est une compagnie qu'on a eu analysée il y a quelques temps. Et quand je compare avec Legrand, on est à peu près sur la même tendance, mais Legrand, vous constatez quoi? 60, 53, 47, 47, 54, 54, 44, 28, 31, 32. Diminution du ROTCE. On est toujours à des niveaux assez corrects, mais on a déjà une diminution. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. On recherche au moins la stabilité. Quand il y a une variation comme ça, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, il faut vérifier. Pourquoi est-ce que ça diminue? Est-ce que les marges de Legrand diminuent, etc. Malheureusement, la vidéo n'est pas sur Legrand, mais on peut regarder ça vite fait parce que je n'aime pas ne pas comprendre quelque chose. Donc, on vérifie ça ici. Tac. Je vais juste regarder les marges de Legrand. Boum. OK. Vous avez compris? Marge brute déjà diminue. Pandémie étant passée par là, impact. Or, c'est le contraire de l'autre compagnie déjà. Ensuite, on va vérifier quoi? Les marges EBITDA. Même chose, diminution. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a fait dans cette compagnie, ce qu'on fait dans cette compagnie-ci, mais je n'aime pas trop ça. Il y a de la croissance, etc., mais les marges ne suivent pas. OK? Elles ne sont pas au moins ça. Donc, je pense que Schneider est mieux géré que Legrand. Juste en regardant cette métrique-là. On revient donc sur Schneider, parce que c'est le but de cette vidéo. Alors, vu qu'on sait que Free Cash Flow est supérieur à Net Income, la croissance ici, on a généralement une croissance de combien? Il faut regarder la croissance des revenus, mais également la croissance des Free Cash Flow. Parce qu'on peut avoir une croissance de 10% en termes de revenus, et une croissance des Free Cash Flow de 20%. D'accord? Faites attention. Donc, croissance de revenus de 10% ne veut pas forcément dire croissance des free cash flow de 10%. OK? Toujours aller vérifier. Donc ici, on prend juste un raccourci. On voit ici que, voilà, en moyenne, 10 dernières années, c'est 3%. Sur les 5 dernières années, c'est 7%. La pandémie également étant passée par là. C'est également une compagnie qui croît par acquisition. Donc, ce n'est pas très, très organique non plus. Mais bref, il y a de la croissance. Maintenant, en termes de PER ici, qu'est-ce qu'on va payer pour la qualité de ce genre d'actifs-ci? C'est entre 17 et 20 fois les bénéfices. OK, vous pouvez vérifier ici le marché sur les 5 dernières années paye à peu près 26 fois les bénéfices. Sur la longue période de temps, ici on est à 17 fois les bénéfices. Vu qu'on nous avons une période où les taux d'intérêt augmentent, etc. et que nous avons également une entité qui a la capacité peut-être d'augmenter le prix, elle peut justifier un 20 fois les bénéfices. De toute façon, on prend 17 et 20 et vous jugez par vous-même et on finit toujours par réfléchir en termes de rendement. Et si on réfléchit en termes de rendement, ça veut dire ceci. Si cette compagnie me dispute la totalité des bénéfices nets attendus cette année, par rapport au prix actuel à 145 €, je mettrai, attention, la clôture ici, c'est le 31 octobre. OK, on est le 3 novembre, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, ça devrait s'ajuster en conséquence, c'est pas grand-chose non plus. OK, si on me dispute la totalité des bénéfices nets attendus, à ce prix-ci, on est à 5,44%. Est-ce que vous recherchez du 5,44%? Je vais ajouter un tout petit peu de croissance. Encore que, n'oubliez pas qu'on avait pris les free cash flow, n'est-ce pas? Et voire même que ce sont les bénéfices nets sont ajustés déjà, donc c'est assez correct. Les bénéfices nets ajustés ont tendance à être similaires au free cash flow. Donc ici, sur Fast Graph, d'accord? Donc quand on prend le 9,31 € attendu en 2025, divisé par 145 €, j'arrondis, ça fait un rendement de 6,42%. Est-ce que c'est ça que vous recherchez comme rendement? Si moi, j'achète cette compagnie-ci avec un rendement pareil, je ne parle pas de rendement de dividende. Hein. Le dividende ici, on peut déjà voir qu'il est safe. De toute façon, on a du 6, entre 5 et 6%, et on ne distribue que 2,17, donc il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Donc, ça veut dire quoi? Si je l'achète à 6% ici, est-ce qu'il n'y a pas meilleure entreprise est-ce qu'il n'y a pas une entreprise similaire sur le marché?
d'égale qualité ou bien de meilleure qualité avec des rendements plus élevés, peut-être une croissance plus élevée que ça. Il faut toujours aller vérifier. Mais ça reste une belle entité, Schneider. OK? Au prix actuel, voilà, exagérons un tout petit peu. C'est un business qualitatif qui peut s'échanger à 20 fois les bénéfices. Mais n'oubliez pas, nous sommes dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent. Donc, ça a un effet sur les multiples de valorisation. D'accord? Donc, en prenant 20 fois les bénéfices, je suis en train d'exagérer. Je sais déjà qu'elle ne respecte pas mon 8% de rendement. Donc, pour moi, elle ne va pas m'intéresser. Elle va peut-être m'intéresser aux alentours ici des 80 euros par là. Enfin, excusez-moi, aux alentours ici des 9,31 divisé par 0,08 parce que je charge 8% de rendement en prenant en considération une croissance au moins jusqu'en 2025 ici correcte. Donc, je pourrais la rechercher aux alentours de 116 euros l'action par là. Ça, c'est mon prix. Et encore même, parfois, je peux m'aller plus bas que ça. Parce que mon but est de maximiser mon rendement sur coût d'acquisition et non mon rendement sur dividende. Et les deux sont très liés. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire, oui, mais le dividende est croissant depuis plusieurs années, blablabla. Non, on veut rechercher une entreprise qui nous permet ici d'avoir le maximum de rendement en date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 5,35. Par rapport à 2025, c'est 6% maximum, c'est 800% des bénéfices. OK? Donc, on peut déjà voir ici que ce n'est pas suffisant pour nous. Parce que nous, on a des objectifs entre 8 et 10%. Bref, je reviens ici. Parce que chacun fera son choix de toutes les façons. Donc, ça veut dire quoi? Cette compagnie, si je la prends à 20 fois les bénéfices, c'est 9,31 et j'avoue, et il faut vérifier que ça change également dans un environnement normal où les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. En tout cas, 75% d'ici du temps, enfin même pas, je pense qu'on est à 65% du temps, ils ont raison, 65-66% du temps. D'accord? Faites attention. Ça ne veut pas dire parce qu'ils ont raison, il ne faut pas aller vérifier pourquoi est-ce qu'ils s'attendent à une croissance à ces niveaux-là. OK? On est à 186 euros ici, moins la dette nette. Dette nette, on va vérifier. 1, 2, ça donne quoi? On a ici quelque chose aux alentours de combien? C'est une compagnie européenne dont je n'ai pas le choix que de prendre ça en yearly. Parce qu'en quarterly, je n'aurai pas de bonnes informations, malheureusement, ici. 13,70, donc moins 14 euros ici pour faire simple. Donc, idéalement, en prenant en considération avec la dette, je ne l'achèterai pas plus de 172 euros. Or, aujourd'hui, elle coûte à 145. Donc, on peut se dire que, voilà, à 20 fois les bénéfices, elle serait légèrement sous-évaluée, d'accord? Mais voilà, on a pris 20 fois les bénéfices, donc 5% de rendement. Donc maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Dans tous les cas de figure, au prix actuel, il y a de grandes chances que vous récupérez au moins votre somme de départ si l'entreprise reste aussi qualitative et que les marchés finaux continuent à bien fonctionner. Maintenant, si cette compagnie vous intéresse, lecture des rapports financiers, écoute des conférences call. OK? N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter et également, vous avez le top premium plus qui inclut 14 formations thématiques ici, ainsi que des checklists dépendamment des industries pour vous aider à poser les bonnes questions. OK? Quand vous lisez par exemple sur Schneider, je ne sais pas spécifiquement sur Schneider, mais dans les entreprises, sur les entreprises qui sont à peu près dans ce secteur, dans cette industrie-ci, quelles sont les questions à les poser? Quels sont les drivers de la croissance, etc. D'accord? C'est uniquement comme ça que votre analyse fondamentale sera complète. Parce que ça, c'est le quantitatif. Le quantitatif nous permet ici de présenter les chiffres, poser les bonnes questions, et le qualitatif nous permet de faire parler ces chiffres-là, dépendamment des questions qu'on aura à poser. OK? Questionnement. Lecture des rapports financiers, très important. Écoute des conférences call. Ça reste une excellente entreprise. Et comme vous l'avez vu ici, je préfère même Schneider à Legrand. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci.